À toutes et à tous, bonjour et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité de ce dimanche pour lequel, fidèle ami internaute de ESAE TV, je reçois pour vous Kossi Faustin ici. Il est docteur S sciences physiques, professeur émérite de l'Université du Littoral Côte d'Opale ULCO. Il est ancien vice-président de l'île Métropole chargé des universités et recherches, béninois de la diaspora. Il est également acteur politique soutenant les actions du président Patrice Talon. Kossi Faustin ici, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur ce plateau ce matin pour nous décrypter en quelques secondes, pour ne pas dire en quelques minutes, la sortie médiatique du président Patrice Talon sur Radio France Inter et France 24 vendredi dernier. Vous êtes là aussi pour nous parler de l'opérationnalisation de la Cour des comptes avec la nomination de sa présidente. Quelles sont les implications? Et en fin d'émission, vous énumérez quelques défis pour le second quinquennat du président Patrice Talon. Alors, d'entrée de jeu, Kossi Faustin ici, vous avez suivi cette sortie médiatique du président Patrice Talon. Quel en est votre décryptage? D'abord, il faut remercier le président d'avoir pu trouver le temps pour donner son avis sur ce qui se passe chez nous. Il est bien évident que les acteurs politiques que nous sommes étions un peu surpris qu'il y ait une cabale médiatique sur la façon dont les élections se sont déroulées chez nous. Évidemment, cette cabale médiatique est issue aussi du fait que nous avons des opposants qui, ma foi, ont pensé opérer de cette manière-là, ce qui est extrêmement regrettable. Alors, par rapport à l'interview de notre président de la République, il a pu et su dire ce qu'il faut dans des termes convenus de son rang. Vous permettrez que moi j'aille un peu plus dans les détails et dans les termes qui sont les miens, bien évidemment, étant beaucoup moins astreints aux formules diplomatiques. De quoi s'agit-il? Il vous en souvient que les 1er et 2 mai 2019, nous avions connu des soubresauts importants dans notre pays, tant ici à Cotonou, à Kadiaou, sur la voie inter-État, à côté de Bon Pasteur, de l'église Bon Pasteur, non loin de chez le président Yaïboni, et simultanément, dans le nord de notre pays, au parc de la Pendjari, où il vous en souviendra que 2 touristes étaient partis avec un de nos guides talentueux qui a perdu la vie. Et ces 2 touristes se sont retrouvés, comme par hasard, avec des agents secrets au nord du Mali qui sont retournés chez eux. Ce qui était beaucoup plus grave, c'est que, consécutivement aux élections qui se sont déroulées, où déjà ce jour-là, il y a eu beaucoup de casse, voire d'intimidation. C'est que ce qui s'est passé sur la voie inter-État à Kadiaou n'était pas acceptable parce que des compatriotes ont vu leur commerce complètement brûlé et détruit, avec des manifestations déjà de gens qui sont venus en bus d'ailleurs. Il a fallu que la police républicaine, accompagnée de l'armée, puisse intervenir pour rétablir l'ordre. Mais par rapport à 2021, quel est le lien? Alors, le lien, c'est que ce sont les mêmes acteurs qui ont suscité encore, avec les mêmes argumentations, ce qui s'est passé d'abord la nuit du 5 au 6 avril, mais également le jour de l'élection du 11 avril. La nuit du 5 au 6 avril, il y a eu ici, à la place de l'Étoile, un mouvement aux alentours de 23 heures, mais également à l'intérieur du pays, dans des contrées que vous savez, que vous connaissez très bien.
Ce qui est grave, c'est que nous avons des opposants dont on a entendu les déclarations et comment ils ont appelé au soulèvement. On parle de manifestation. Nous avons tous manifesté parce que nous avons été des militants et nous sommes toujours des militants. Nous manifestons, mais de façon citoyenne, les mains nues. Chez nous, ce n'a pas été le cas. Semble-t-il, il y a des chasseurs, mais en tout cas, ils étaient avec des fusils. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a eu de recrutement pour... Ce n'est pas que je pense. Ce n'est pas que je pense. La réalité est que... Est-ce que les éléments vous permettent aussi d'affirmer cela? Mais de toute façon, il y a des gens qui ont été arrêtés. Il faut attendre que la justice se prononce et ensuite on verra les véritables agents qui étaient intervenus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des éléments, des personnes étrangères au Bénin qui sont intervenus pendant ces manifestations, mais aussi qui ont commis des méfaits vis-à-vis de nos concitoyennes, en particulier à Parakou. En particulier à Parakou. Alors, lorsque vous parlez des éléments étrangers, vous avez suivi le chef de l'État lorsqu'il a évoqué le nom, qu'il a évoqué l'implication de certains chefs d'État de la sous-région. Par plusieurs reprises, il a été interpellé afin qu'il puisse tout au moins donner des noms, mais il n'a pas voulu donner. Est-ce que le chef de l'État aurait dû évoquer le fait qu'il y aurait l'implication de chefs d'État de la sous-région? Est-ce que vous aurez souhaité qu'il évoque aussi des noms? Non, il ne peut pas décemment, dans sa fonction, citer des noms. D'autant que certains de ces chefs d'État ont tardivement, mais ont envoyé leurs félicitations. Mais est-ce qu'il était utile d'évoquer l'implication de chefs d'État de la sous-région? Le chef de l'État répondait à des journalistes. Ce sont les journalistes qui ont posé des questions et qui ont indiqué qu'il était question de chefs d'État proches, en tout cas de la région. Et donc, le président est intervenu aussi par rapport à cela et a répondu dans les termes convenus et convenables qu'il faut. Mais nous voyons tous d'où viennent certains de nos compatriotes. Mais quand il en vient à ce que le président de la République en parle, ça devient beaucoup plus sérieux. Est-ce que Patrice Talon devrait-il en parler? Mais dès lors qu'on lui pose des questions, il faut bien qu'il réponde. Ou alors les journalistes ne font pas leur boulot. Des journalistes ont posé des questions, le chef de l'État a répondu. Le chef de l'État a souhaité ne pas aller plus loin dans la description des chefs d'État concernés. Mais bon, nous savons tous d'où venait notre compatriote Ricky Amadougou. Nous savons aussi, par rapport à cela, il a aussi parlé d'acteurs économiques étrangers. Nous savons aussi que certains de ces acteurs économiques aussi sont en difficulté dans leur propre pays, par rapport d'ailleurs à leur implication dans notre sous-région. Et ça, c'est la justice française qui est en train donc de s'intéresser à cela aujourd'hui. Donc, mais que cela soit à l'extérieur ou chez nous, la justice va de toute façon intervenir, puisque quand un gouvernement arrête des gens, c'est suffisamment grave pour qu'il puisse le faire sur des indices précis et concordants. Nous avons des systèmes de renseignement dans notre pays, comme tout pays souverain, qui permettent de savoir ce qui se passe. On ne peut pas, en tout cas, mettre des gens à l'ombre si on n'a pas des preuves concordantes. Des preuves concordantes. Alors, au cours de cette émission, si on peut le dire ainsi, au cours de cette interview, il a été évoqué la correspondance du département d'État des États-Unis. Face à cette question des journalistes, est-ce que le président Patrice Talon a été à la hauteur, selon vous? Là aussi, bien sûr qu'il a été à la hauteur. Mais là également, vous convenez que le président de la République puisse, en des termes convenus, intervenir sur ce type de sujet. Par contre, moi, je ne suis pas tenu à ces réserves-là. Soyons très clairs. L'administration américaine est en train de changer. Nous avons eu Trump qui a été battu par Biden au mois de novembre dernier. Biden a pris ses fonctions, excusez-moi, oui,
au mois de janvier. Et vous avez su les conditions dans lesquelles Biden a pris ses fonctions. Pour ce qui nous concerne, l'ambassadrice des États-Unis au Bénin, actuelle, Mme Mahoney, je cite son nom, est trumpiste. Elle va peut-être probablement changer. Biden n'a pas encore, n'est pas encore intervenu sur la planète entière pour avoir ces hommes et ces femmes qui portent sa politique. Et il vous en souvient déjà que quelques jours après les élections, l'ambassadrice des États-Unis au Bénin avait fait les mêmes remarques. Il n'est pas donc étonnant que le secrétariat d'État américain sur les affaires africaines reprenne ce que son ambassadrice a dit sur place. Est-ce que c'est ce que pense l'administration Biden? J'en doute. Mais de toutes les façons, on ne va pas nous immiscer dans les affaires intérieures des États-Unis, les États-Unis sont suffisamment un grand pays. Pour autant, parallélisme des formes. On a su ce qui s'est passé au mois de janvier quand le Capitole a été assailli sur intervention du président des États-Unis sortant, où il y a eu, le Capitole a été vandalisé. Il y a même eu des morts, en tout cas au moins une personne qui était morte. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 400 de ces assaillants qui sont en détention et qui passent devant les tribunaux américains. Nous avons aussi, chez nous, des compatriotes, sans doute, mais aussi donc des étrangers, qui ont vandalisé des villes, des biens de concitoyens béninois chez nous. Certains d'entre eux ont été arrêtés et sont dans les prisons. Ils vont aussi passer devant la justice béninoise. Je ne peux pas comprendre que pour le Bénin, on nous dise il y a la démocratie, à la limite, ne faites rien, alors que dans le même temps, dans un grand pays comme les États-Unis, les mêmes causes ont amené l'administration américaine à faire ce que nous avons fait ici. Avant de clore cette première partie liée au décryptage de la sortie médiatique du président Patrice Talon sur Radio France Inter et France 24, dites-nous, Kossi Faustin ici, est-ce que vous avez suivi également l'argumentaire du président Patrice Talon au sujet du taux de participation à cette élection présidentielle? Est-ce que les arguments avancés, le chef d'État qui se dit satisfaisant au regard des enjeux politiques de l'heure, satisfaisant de ce taux de participation, est-ce que vous en êtes de même? J'ai été un acteur politique en France. Je peux déjà vous dire que pour toutes les élections, quelles qu'elles soient, nous avons un taux d'abstention de l'ordre de 20 à 25%. Donc, quelles que soient les élections, il y a ce taux d'abstention. Donc, il reste en gros 70-75% de gens qui participent effectivement. Et en fonction des enjeux, on peut avoir 60%, 50%, voire même, il y a eu des élections en France où le taux de participation est inférieur à 30%. Bien sûr, nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle. Avec les tensions suscitées par une partie des opposants. On peut déjà penser que certains, se souvenant aussi de ce qui s'est passé il y a 2 ans, n'aient pas pu se déplacer ou n'ont pas voulu se déplacer. Mais quand nous obtenons 51% de participation au bout de ces difficultés, on peut s'estimer extrêmement heureux. Heureux au regard des enjeux politiques. Heureux qu'il y ait ce taux de participation déjà. Malgré le fait que certains ont souhaité, n'ont pas voulu et ont mis tout en œuvre pour que les gens ne sortent pas, il y a quand même la majorité des Béninois qui soient sortis. Ensuite, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des endroits où des gens ont voté à 70%, à 80%. Il y a d'autres où des gens ont voté à 30%, à 40%.
Et globalement, ce qui est important, c'est que nous ayons la majorité de nos concitoyens qui soient sortis pour aller voter. Ceci est très important parce que sur cette majorité maintenant, il y a une très large majorité, 86%, qui ont conforté le président dans la mise en œuvre déjà de son projet de société qu'il nous avait proposé en 2016. C'est ça qui est beaucoup plus important. C'est ça qui est beaucoup plus important. Alors, nous allons évoluer au cours de cette émission. Cette semaine, nous avons les leviers qui ont été actionnés pour l'opérationnalisation de la Cour des comptes avec la nomination de sa présidente, Ismat Biachani, nommée présidente de la Cour des comptes. Dites-nous, c'est une première en République du Bénin. Quelles sont les émotions, les sentiments qui vous animent lorsque vous avez appris au soir du mercredi dernier que le Bénin désormais disposera d'une Cour des comptes? Alors, vous permettez que je revienne aussi en 2016. J'ai amené le projet de société de 2016. Et déjà à l'époque, parlant de démocratie, le président avait souhaité toiletter nos institutions de façon très précise sur ce qu'il a appelé les réformes politiques, l'administration judiciaire, les médias, l'administration publique, la sécurité, la défense, la diplomatie et la coopération internationale. On va rester donc sur nos institutions démocratiques. Déjà, je suis ici dans un studio. Il a souhaité que la HAC, le Haut Conseil de l'audiovisuel, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, sur les 9 membres, qu'il n'y ait qu'un seul qui soit désigné ou proposé par le président de la République, 2 par l'Assemblée nationale et 6 par les acteurs des médias. Et que le président de cette HAC soit élu par la majorité des siens. Ensuite, il avait souhaité aussi toucher à la Cour qui nous intéresse, la Cour des comptes. Tout à fait, la Cour des comptes. Également, il a souhaité une intervention à minima du président de la République, de l'Assemblée nationale, et le reste, pas des magistrats. La majorité, pas des magistrats, dans les mêmes rapports. Et que le président de la Cour des comptes ne soit plus non plus nommé ou désigné par le président de la République. Donc, ça veut dire que nous avions un président qui avait voulu démocratiser ces institutions et que surtout, ce soit les acteurs concernés qui gèrent leurs institutions. On ne lui a pas donné l'occasion. En 2017. En 2017, on ne lui a pas donné l'occasion, puisque quand il a voulu faire une réforme constitutionnelle à ce sujet, la proposition du gouvernement a été retoquée par l'Assemblée nationale. Ensuite, quand l'Assemblée nationale elle-même a voulu réintroduire cela, en commission, il y a un vote à la très grande majorité, pour ne pas dire à l'unanimité moins une voix, et retoqué curieusement encore à l'Assemblée nationale. Donc, on n'a pas pu faire ces touches-là. C'est regrettable, c'est dommage. Alors, qu'on vienne par la suite reprocher à ce président de ne pas être intéressé par la démocratie, je pense quand même qu'il y a une dose de mauvaise foi dans cela. Maintenant, il a réussi quand même donc à mettre en place la Cour des comptes. La Cour des comptes qui a son bras armé, la Chambre des comptes. Quand on sait que la Cour des comptes assure en fait le bon fonctionnement des administrations et surtout contrôle les finances publiques, c'est un outil qui est très important pour aider le gouvernement à mieux savoir ce qui se passe dans son administration à tout point de vue. Donc, l'objet principal de la Cour des comptes, contrôle les finances publiques, l'administration et les finances publiques. Bien. Mais son bras armé qui est la Chambre des comptes, c'est l'opérationnalisation de cela.
En clair, la Chambre des comptes contrôle, par contre, elle, les comptables des comptabilités publiques, donc des administrations. J'ai été adjoint au maire en France, à Vineudas, dans ma ville, vice-président de la communauté urbaine de Lille, qui est une communauté d'agglomération de 85 villes, et premier vice-président de mon université, Oui. en charge du conseil d'administration, donc la politique de l'établissement. Pendant 3 mandats, sur les 3 mandats, 12 ans, j'ai exercé la fonction de président pendant au moins 4 ans, puisque je remplaçais régulièrement mon président. Oui. Que ça, dans chacune de ces institutions, nous avons la Cour régionale des comptes. Sur les 4 ans ou 5 ans, ça dépend des institutions concernées, nous avons toujours un contrôle de la Cour régionale des cours des comptes. Et cette Cour régionale, en l'occurrence ce qui nous concerne ici, la Cour des comptes fera quoi? Son objet, sa mission principale, c'est de faire des observations. D'abord de regarder dans les comptes. Ensuite de faire des observations. De demander des précisions par rapport à tel ou tel acte, qu'il soit administratif ou financier. Et nous sommes tenus De lui répondre. de répondre. C'est-à-dire que quand cela vient à l'université ou à l'Métropole, que ce soit Pierre Mauroy quand il était président ou Martine Aubry quand elle était présidente, on réunit les vice-présidents ou en mairie les élus ou à l'université le président et ses vice-présidents pour dire voilà les observations de la Cour des comptes. Notre comptable est là et nous regardons et nous sommes tenus de répondre, de répondre aux observations. Conformément. J'ai même des cas précis. Par exemple, à l'université où un collègue élu n'a pas fait ses cours pendant 2 ans. 3 ans, pendant 3 ans. La Cour des comptes vient, fait l'observation. Le président interpelle le vice-président en charge des personnels. Comme c'est un politique, en l'occurrence le maire d'une des villes, mais il a été convoqué et on lui a demandé non seulement de faire les cours de cette année-là, mais également les cours de l'année d'avant. Alors aujourd'hui où cette Cour des comptes est opérationnelle au Bénin, quelles sont ses implications dans la vie publique, dans la vie politique aussi du pays? Alors, d'abord, la Cour des comptes, comme son nom l'indique, c'est pour regarder ce qui se passe au niveau des comptes de nos différentes administrations. Que ce soit ministériel, que ce soit les établissements publics, tout établissement public ou mais généralement, il est dit que c'est là-bas que répondent le président de la République, le ministre. Le président de la République peut intervenir, mais à un autre niveau. D'abord, c'est un organe qui, faisant des observations, si les observations ne sont pas suivies des faits, alors là, il en fait acte, il indique aux politiques qui prennent leurs responsabilités. Bon, alors maintenant, le président de la République aussi peut, mais ça c'est ce qu'on appelle le droit du président. Le président de la République peut aussi interpeller la Cour des comptes et le charger de regarder un peu les tests législatifs, voire même de demander si il ne peut pas proposer des modifications aux tests législatifs. Mais l'objet principal de la Cour des comptes, en l'occurrence son bras armé qui est la Chambre des comptes, c'est le contrôle des finances publiques surtout. Et c'est curieux que depuis 1990, je ne parle pas d'avant, des indépendances, mais au moins depuis 1990, nous sommes censés être en démocratie, que nous n'ayons pas pu mettre en place cette institution. Qui est d'ailleurs une exigence régionale.
Et donc, de toute façon, la peur du gendarme induit nécessairement une sagesse. Si nous avons pu observer tous les détournements, tous les mauvais fonctionnements de certaines de nos administrations, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Et d'ailleurs, cette Cour des comptes, majoritairement les magistrats qui la constituent, sont des financiers aussi. Sont des financiers. Et l'agent comptable peut répondre sur sa tête à des manquements. Parce que dans l'administration, il y a un patron, mais l'agent comptable est responsable du budget des comptes. Si son président, si son ministre, si son directeur lui demande de faire certaines choses qui ne sont pas dans les règles de l'art, le comptable est en droit de dire, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Ministre, je ne peux pas parce qu'il y a tel texte législatif qui ne me permet pas de le faire. Donc, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Mais est-ce que nous pourrons assister dans les jours à venir à voir désormais au Bénin des ministres qui auraient été soupçonnés de malversation, de détournement de fonds, répondre désormais de leurs actes? Absolument. Encore faudrait-il qu'il y ait des gens qui en aient la compétence, qui puissent détecter cela et qui puissent en apporter les preuves. Alors, il ne faudrait quand même pas que cette Cour des comptes n'ait pas les moyens, en particulier en personnes humaines, en ressources humaines, pour faire ce boulot. Parce que vous imaginez, contrôler les comptes de toutes les administrations publiques, de tous les établissements publics. Et quand je dis établissements publics, c'est aussi les écoles, les lycées, les universités, parce que ce sont les fonds de l'État qui vont dans ces structures-là. Et nous savons très bien ce qui se passe aussi dans ces... On parle souvent des administrations publiques, mais on oublie les établissements publics. Le rôle de la Cour des comptes aussi, c'est de mettre son nez dans le compte de cet établissement public pour voir ce qui s'y passe. Et dès lors qu'elle fait des observations, et nous sommes tenus de lui apporter des réponses, évidemment satisfaisantes. Si elle estime que ces réponses ne sont pas concordantes, et en tout cas n'obéissent pas aux textes qui nous régissent, en ce moment-là, mais nous sommes tenus de rendre compte, cette fois-ci devant une juridiction, par rapport à cela. Maintenant, ce que on peut aussi donc se dire, ce n'est pas seulement l'État qui a la possibilité d'interpeller. Il y a en principe quelque chose qu'on appelle aussi le tribunal administratif. Le simple citoyen peut également interpeller l'État si il estime que son droit n'a pas été respecté dans tel ou tel aspect de l'application de la loi. Et donc, le TA, le tribunal administratif aussi, doit pouvoir regarder cela. Et si cela était vrai, un texte ministériel, par exemple, qui met en cause tel ou tel agent public, si effectivement le ministère ou la structure administrative, la structure de l'établissement en question n'a pas respecté les textes, mais le tribunal administratif aussi interpelle cette fois-ci l'administration, le patron de l'administration ou le président ou le directeur de l'établissement public. Donc vous voyez, ce sont des outils dont nous avons absolument besoin pour une bonne gestion des ressources publiques. Mais quand je dis ressources publiques, c'est aussi bien des ressources humaines que des ressources financières.
Et ressources financières. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'image du pays devient de plus en plus crédible avec l'opérationnalisation de cette Cour des comptes? Est-ce que les partenaires techniques et financiers vont davantage faire confiance au Bénin avec ce gendarme qui vient d'être opérationnel? Déjà, les partenaires publics et les partenaires extérieurs, en tout cas, les PTF, les partenaires techniques financiers, ont déjà apprécié le sérieux de la gouvernance Talon au cours de son premier mandat, puisque vous savez que nous sommes maintenant à B+. B+. Perspective stable. Et depuis maintenant au moins 1 an. Et ça veut dire que notre ministre des Finances gère bien les finances publiques. Ça permet que l'extérieur ait confiance dans notre manière de gérer. Et surtout, comme le président Talon a pris une option de développement, on a besoin d'investisseurs et donc on a besoin d'investissement, donc d'investisseurs. Cela nous rend crédibles, mais donne confiance aussi aux investisseurs qui peuvent venir investir chez nous, ou bien si c'est l'État qui décide de faire des emprunts, ce qui lui arrive souvent, les banques aussi pourront nous faire confiance pour lever tout emprunt de tous ordres que nous pouvons donc solliciter. D'ailleurs, il est remarquable que depuis 1990 jusqu'en 2015, puisque le dernier budget voté est le budget 2016, mais voté en 2015 par le gouvernement Yahi. Jusque-là, c'est 1000 à 1100 milliards le budget de l'État. Depuis l'arrivée de Patrice Talon, nous sommes passés entre 1800 milliards à 2000 milliards. C'est-à-dire que nous avons quasiment doublé le budget de l'État. Mais pourquoi faire? C'est ça qui est important. Pour faire toutes les réalisations que vous voyez, les infrastructures multidimensionnelles, c'est-à-dire les routes, le numérique, l'énergie, mais également les transformations économiques, l'agriculture, et aussi quelques réalisations dans l'éducation nationale. Ceci parce que le supplément de 800 milliards à 1000 milliards chaque année qui est apporté vont dans des investissements clairs, précis et nets et surtout visibles. Et l'emprunteur ou l'investisseur voit bien où va son argent. Ceci est très important. Ceci est très important. Alors que pensez-vous de la nomination d'une femme à la tête de cette institution de la République? Est-ce que vous pensez que Patrice Talon est toujours dans son élan de promotion de la gente féminine sans tambour ni trompette? On peut dire qu'en quelques mois, entre la désignation de Talata et... Cette nomination qui est une première pour son second quinquennat. Qui est première, ce sont des indices probants qui montrent que la femme béninoise aura de plus en plus de rôle à jouer dans notre développement. Mais, vous savez, hein, ce sont les femmes qui tiennent quand même les ménages, hein, les foyers. Et elles savent bien gérer déjà leurs cellules familiales. Ce sont, dans nos marchés, la très grande majorité, 80-90%, ce sont des femmes qui savent comment tenir ces éléments-là. Alors, il va sans dire, hein, en tout cas, a priori, Madame Biachane Mamadou saura faire le job. Parce que la confiance qui lui a été mise par le chef de l'État, d'abord, fera en sorte que elle va disposer, j'espère en tout cas, va disposer des ressources humaines qu'il faut pour faire le boulot.
On fait le boulot à bon escient. Nous allons nous retrouver dans quelques mois pour évaluer l'opérationnalisation de cette Cour des comptes. On s'en réjouit aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, Faustin ici, qui est béninois, béninois de la diaspora également, qui avait quand même parcouru de grands pays où la démocratie se montre de part et d'autre. Vous avez suivi également le premier quinquennat du président Patrice Talon. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention les différentes réformes qui ont été opérées, le développement qui a été fait au niveau de ce pays. Quels sont les défis, selon vous, qui s'imposent au président Patrice Talon pour ce second quinquennat? Le premier quinquennat a permis à Patrice Talon, à notre président, de mettre en place les outils du développement. Vous ne pouvez pas faire un développement économique digne de son nom si vous n'avez pas de bonnes routes. Parce que quand le cultivateur, le paysan produit, encore faudrait-il qu'il puisse amener ses produits pour vendre. Quand l'acteur économique étranger vient chez nous, encore faudrait-il qu'il puisse se déplacer facilement. Encore faudrait-il qu'il puisse avoir de l'énergie, qu'il puisse avoir tout ce qui est numérique fonctionnel pour pouvoir travailler. Donc, le premier quinquennat a permis de mettre en place tous ces outils de développement. Le second quinquennat, à l'évidence, d'abord va continuer parce que le fait, par exemple, que le président Talon ait choisi une dizaine de villes pour mailler aussi bien en infrastructure routière qu'en numérique, des fibres optiques partout, 2000 km de fibres optiques chez nous, c'est pas rien. D'autres villes également ont souhaité qu'au minimum qu'ils puissent avoir cela. Le président Talon a dû attendre au moins 1 an et demi à 2 ans pour commencer à mettre en œuvre son projet de société de 2016 à 2021. Cela veut dire que tout n'est pas terminé. Par exemple, quand on prend des infrastructures routières, nous avons encore, je disais tantôt, des villes auxquelles il faut leur offrir la possibilité de se déplacer plus facilement, mais également de grands axes qui ne sont pas encore faits. Par exemple, la sortie est du port autonome de Cotonou. La sortie ouest est déjà arrivée à Dunko. Ils ont démarré depuis Avlekete pour rejoindre la route des pêches, Ouida, la Bouche du Roi, et ensuite toute la partie de Ouida qui devient un site à la fois mémoriel, culturel et touristique. Mais il y a un axe important et c'est incroyable que depuis quasiment plus de 60 ans, nous ayons laissé notre capitale politique dans cette situation. Un deuxième pont à Porto-Novo. Et de ce deuxième pont, une autoroute jusqu'à Sémé. Ensuite, de Sémé à Calavikota, pour que tout ce trafic qui vient de l'Est, quand je dis Est, c'est aussi Sakete-Kobe, tout ça, s'ils doivent aller, par exemple, à Bombay, mais ils puissent passer assez facilement sans rentrer dans Cotonou et continuer. Ou bien, il y a aussi toutes les transversales qui sont actuellement donc en train d'être faites. Alors ça, je pense que on va finir donc les 1700 km, les 2000 km de route pendant ce deuxième quinquennat. Mais surtout, pendant ce deuxième quinquennat, il nous faudra des usines de transformation et de production pour que tous les produits vivriers que nos paysans nous offrent puissent aussi donc pouvoir être transformés de sorte que nous ayons une plus-value sur place
et que nous puissions permettre à nos concitoyens d'avoir des activités économiques suffisantes, rémunératrices de revenus. Mais il y a aussi un deuxième pan. Lequel? C'est l'éducation nationale. Le président l'a souligné. J'ai beaucoup souri quand, au cours d'une de ses déclarations, il a dit « Notre université forme au bavardage ». Bon, c'est important quand on s'exprime de bien s'exprimer. Donc ce n'est pas forcément du bavardage. Mais ça ne peut pas être que du bavardage. Curieusement, la quasi-totalité des pays francophones n'ont pas pris l'option des pays anglophones. On évalue les compétences au lieu des diplômes. Voilà. Nous avons de très grands diplômes, mais la réalité de ces diplômes sur le terrain n'est pas visible. Donc il faut, cette fois-ci, avoir des diplômes professionnalisants. Le président l'a dit. Il va mettre l'accent sur les lycées professionnels, toutes professions confondues, l'électricité, menuiserie, maçonnerie, toutes professions techniques confondues. Parce que c'est là où on a besoin aussi de beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, les 2000 km de route qui seront faites, quand on lance des appels à recrutement, on ne trouve pas les compétences qu'il faut, ou en tout cas, on n'en trouve pas assez. Ce n'est pas normal. Mais il faudra aussi que les nôtres aussi prennent leur part de responsabilité. De responsabilité. En ce sens que l'État ne peut pas tout faire. Nos concitoyens qui ont une surface financière importante et intéressante doivent pouvoir aussi prendre des initiatives de création d'entreprises de tous ordres pour pouvoir effectivement faire en sorte que tous ces produits, vivriers par exemple, ne soient pas jetés parce que nous n'avons pas des entreprises de transformation. Et ça, c'est du ressort du privé. Alors, je dirais, si le privé, nos concitoyens privés ne le font pas, il va falloir aussi que l'État donne le ton, le là. Dans les grands secteurs, par exemple, le coton, c'est bien qu'on soit premier producteur du coton aujourd'hui donc en Afrique. 700 et quelques mille tonnes. Mais si nous pouvons ressusciter le COTEB, par exemple, ce ne serait pas mal. Vous souhaitez qu'on ressuscite le COTEB? Si nous n'avons pas de concitoyens... Le COTEB, c'est pour définir? Le COTEB, c'est l'usine de transformation du coton. On travaillait le textile ici dans le temps. Et on fabriquait même aussi des habits qui faisaient le plaisir à l'époque de la Redoute à Roubaix. Mais ça, c'était les temps anciens. Ça, c'était les temps anciens. N'oublions pas aussi, par exemple, qu'à Horizon, nous avions une huilerie, puisque nous avons beaucoup de palmeraies, nous avons beaucoup de cocoteraies. Donc, il y a des tas de choses que le privé, le concitoyen pouvaient prendre l'initiative de mettre en œuvre des entreprises qui permettent ces transformations-là. Alors, s'ils ne le font pas, mais il va falloir que l'État donne le ton, le là, et développe quelques entreprises de transformation à charge au bout d'une décennie, de 2 décennies, parce qu'il faut quand même le temps que l'État rentre dans ses fonds. Parce que quand on investit, on n'a pas tout de suite le retour sur investissement dans 2-3 ans. Donc il faut un certain temps. Tout à fait.
faut un certain temps. Alors, nous sommes presque à la fin, pour ne pas dire nous sommes à la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Chacun de ces 3 axes de cette émission, à eux seuls, pouvaient faire quand même une émission. Mais l'enjeu nous a permis de faire tout ensemble. Dernière question par rapport au défi de ce second mandat. Il y a la question de la résorption, la question du chômage. C'est quand même une question qui constitue une épine dans le talon de toute administration qui s'installe. Patrice Talon, selon vous, comment pensez-vous qu'il pourra résoudre cette question du chômage? C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'adaptation de la formation à l'emploi, la formation à l'emploi, d'emploi, mais que faut-il faire encore pour que la question du chômage soit véritablement quand même résolue ou maîtrisée au Bénin? Dès lors que nous mettons en place des lycées professionnels, je crois que l'État prévoit une trentaine de lycées professionnels. Dans tous les secteurs d'activité. Déjà, ça veut dire que le jeune, à la sortie du bac, ou au mieux, à la sortie du bac plus 3, pourrait déjà directement aller dans les différentes professions. Vous allez voir déjà que ça va résoudre une bonne partie de notre main-d'œuvre qualifiée. N'oublions pas que nos étudiants que nous avons, beaucoup sont des maîtrisards, par exemple. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que nous n'avons pas encore assez de diplômés. Nous sommes 12 millions de Béninois. 60% de la population béninoise est constituée de jeunes. Quand on entend jeunes, c'est de jusque 30-35 ans. Et donc, ces jeunes doivent être formés à l'emploi. Formés intellectuellement, c'est très intéressant, c'est très important, mais aussi à l'activité. Dès lors où nous allons rentrer dans cette direction-là, vous allez voir que très naturellement, nous allons résorber, puisque l'Afrique n'est pas encore développée. L'Afrique commence à peine son développement. D'ailleurs, le deuxième mandat de Patrice Talon, après ce qu'il avait appelé le Bénin révélé dans son premier Ensemble pour le nouveau départ, c'est le développement, ça y est. Mais rassurez-vous, 5 ans ne vont pas suffire. 5 ans ne vont pas suffire. Et moi, mon problème, c'est après Patrice Talon, ça sera qui? Comment va-t-il continuer? Parce que ce développement en question, nous avons besoin d'au moins une décennie, voire 2 décennies, pour le toucher concrètement du doigt. Pour toucher concrètement du doigt. Vous avez dit beaucoup de choses. Merci à vous, Kossi Faustin Aïssi. Chers amis internautes, très rapidement, au cours de cette émission, on pourra retenir qu'au sujet de son décryptage de la sortie médiatique du président Patrice Talon, notre invité a remercié le président de la République pour avoir trouvé les mots justes au cours de cette sortie médiatique. Il a déploré au cours de son intervention la cabale médiatique animée par une frange de la classe politique, notamment ceux de l'opposition radicale. Il a dit qu'il faut, Patrice Talon a dit ce qu'il faut dans les termes qu'il faut, a fait souligner notre invité, il a dit ce qu'il faut dans les termes qu'il faut, les termes qui sont liés à son rang, qu'est celui de premier magistrat, président de la République. Notre invité Faustin ici au cours de son argumentaire a rappelé les faits déplorables de 2019 et en fait le lien avec 2021 et a exposé que ce sont les mêmes acteurs avec les mêmes argumentations. Il a déploré le fait qu'il y ait des halogènes dans les tristes événements que nous avons notés en avril 2021. Il a commenté les 10 événements et a souhaité que la justice puisse élucider cette affaire afin que l'opinion nationale et internationale puisse voir clair dans ce qui se passe. En parlant du commentaire du département d'État des États-Unis sur les arrestations d'opposants, il a rappelé des actes de vandalisme qui ont eu lieu aux États-Unis sur le Capitole avec
400 détenus appelés à comparaître devant la justice. Il a fait le tandem et le lien avec ce pays qui est quand même un exemple en matière de démocratie. L'acteur politique français au sujet du taux de participation a dit que pour toutes les élections, quelle qu'en soit la nature, on a toujours un taux d'abstention de 20 à 25%. Il a argumenté dans ce sens et se dit heureux comme le chef de l'État du taux de participation au regard des enjeux politiques de cette élection présidentielle de 2021. Il est plus que heureux que 86% des 51% qui sont rendus aux urnes ont majoritairement exprimé leur vote au duo Talon Talata, le duo qui a remporté cette élection présidentielle au Bénin. Dans la seconde manche de cette émission, parlant de la Cour des comptes, il a rappelé quelques grands axes des réformes politiques et institutionnelles du président Patrice Talon à l'avènement de son premier quinquennat en 2016, lesquelles réformes ont connu un échec à travers l'échec de la révision constitutionnelle de 2017. La Cour des comptes contrôle l'administration et les finances publiques, a rappelé notre invité. La Chambre des comptes contrôle les comptables de l'administration publique, nous a informé notre invité. La peur du gendarme induit forcément une certaine sagesse et donc vous pouvez comprendre que l'avènement de cette Cour des comptes, son opérationnalisation va un peu assainir davantage et assagir davantage ceux qui sont en contact direct avec les finances publiques. Le rôle de la Cour des comptes, c'est de contrôler l'administration publique, mais aussi les établissements publics, a fait observer notre invité ce matin. Les partenaires techniques et financiers apprécient la gouvernance Talon. Notre ministre des Finances gère bien les finances publiques, a laissé entendre Faustin ici au cours de cette émission. La Cour des comptes donne confiance aux investisseurs divers, a-t-il laissé entendre. La désignation de Mariam Chabitalata et la nomination de Ismat Biotiani à la tête de la Cour des comptes sont des indices probants qui annoncent que les femmes seront au cœur de la gouvernance à venir. Parlons des défis qui s'imposent pour le second mandat du président Patrice Talon. Il a rappelé que le premier quinquennat du président Patrice Talon a permis à son administration de mettre en place les outils de développement. Il a souhaité que la sortie est du port autonome de Cotonou soit désormais une réalité. Il a souhaité qu'on renforce davantage la mobilité urbaine, que Ouidah soit une cité mémorielle, culturelle et touristique. Le deuxième pont de Porte-Novo est souhaité par Faustin ici. Il souhaite également une autoroute qui quittera Sémé pour aller jusqu'à Calavik-Pota. Il a souhaité des usines de transformation des produits vivriers. Parlant de l'éducation nationale, il a parlé qu'il faut qu'il y ait un accent sur les lycées professionnels et l'État en prévoit déjà une trentaine, nous a révélé notre invité. Il faut que les Béninois, par ailleurs, prennent aussi leur part de responsabilité avec de prises d'initiatives porteuses d'avenir et d'espérance. Il a suscité qu'on puisse revoir un peu, qu'on ressuscite la Coteb, qui est une usine de transformation du coton qui avait existé en République du Bénin. Il a souhaité également, il a fait le même vœu pour les huileries au Bénin en fin d'émission. Il a posé quand même une grosse et grande interrogation qui sera véritablement une interrogation dont nous percevons véritablement les enjeux à partir de 2023 à 2024. 5 ans sont insuffisants pour développer une nation comme le Bénin. Après Patrice Talon, ce sera qui? S'interroge Faustin ici à la fin de cette émission. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait, tout à fait. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences physiques, professeur émérite de l'Université du Littoral Côte d'Opale ULCO, ancien vice-président de l'île Métropole chargé des universités et recherches, béninois de la diaspora. Vous êtes également acteur politique soutenant les actions du président Patrice Talon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être notre malgré votre agenda très chargé. Chers amis internautes, c'était l'invité de ce dimanche sur EZAE TV. Le 1er du mois de mai de 2021. Merci à toutes et à tous. Bon mois de mai. Et on se retrouve demain lundi pour Free Matin. Plaisir au ciel. Portez-vous bien.